L'époque médiévale était-elle vraiment aussi brutale et sadique que nous le pensons? Il existe de nombreux documents de l'époque qui prouvent effectivement que le stéréotype est vrai. Reconnaissons-le, nous comprenons tous la menace célèbre de Marcellus Wallace dans le film Pulp Fiction. Je vais te faire subir un châtiment médiéval. Ça sonne plus cool quand il parle. Bienvenue dans la folie du châtiment médiéval. Nous savons que les gens de l'époque étaient tout aussi effrayés par la violence que nous aujourd'hui. Mais en ce qui concerne les relations sociales, l'agression physique était capable de transmettre un message à la fois aux victimes et aux spectateurs, surtout quand cela impliquait la loi. Les punitions européennes médiévales pour les crimes les plus graves étaient spectaculaires par leur férocité, comme être bouilli vivant pour avoir contrefait de l'argent ou avoir la langue coupée pour blasphème. Même des crimes moindres tels que le vol pouvaient laisser le prisonnier avec un dos ressemblant à un foie cru à cause d'une flagellation ou souffrant de brûlures au 3e degré à cause du marquage au fer rouge. Le Moyen Âge n'était pas l'époque idéale pour être attrapé en commettant un délit, et les autorités étaient très sérieuses quant à leur punition. Dans les années 1290, un vieillard se rappelait avoir vu un meurtrier pendu dans sa jeunesse. Le corps mort a ensuite été décroché et rependu dans une autre ville pour un autre crime, juste pour être sûr. Degré de violence. Selon l'historien Lawrence Stone, les niveaux d'homicide en Angleterre médiévale étaient 10 fois plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Au Royaume-Uni, en 2011, le taux était de 1 sur 100 000. Dans la ville anglaise ultra-violente d'Oxford, dans les années 1340, le taux était d'environ 110 sur 100 000. Mais avec de nombreux petits villages et villes éloignées les uns des autres et sans réseau de police à travers le pays, en fait, sans force de police du tout, il est facile de voir comment quelqu'un pourrait commettre un crime à un endroit, puis s'échapper rapidement vers une autre zone sans être attrapé. Il était également tout à fait normal que les gens aient toujours sur eux des armes telles que des dagues. La quantité d'alcool qui était consommée quotidiennement n'a probablement pas aidé non plus. Crimes contre les femmes. Comme c'est généralement le cas, les femmes avaient tendance à être les victimes de la cruauté plutôt que les auteurs. De nombreux actes de violence domestique que la société a tendance à ne pas accepter aujourd'hui étaient considérés comme une punition acceptable pour une femme de la part de son mari pour tout ce qui était considéré comme une transgression par lui au sein du mariage. Certains incidents n'apparaissent dans les registres du tribunal ecclésiastique que si la violence a causé une fausse couche, une mutilation permanente ou un meurtre. Comme lorsque Thomas Elam a attaqué Margaret Perman en 1438. Après avoir pénétré par effraction dans sa maison, il a tenté de la violer et, je cite, a mordu félonieusement Margaret avec ses dents, de sorte qu'il a arraché le nez de la dite Margaret avec cette morsure et a cassé 3 de ses côtes là. L'affaire a été judiciarisée suite au décès de Margaret, conduisant à la condamnation à mort d'Elam. Mais cela ne serait probablement pas arrivé s'ils avaient été un couple marié. On dit que la citation était utilisée pour ce qui était vu comme un niveau acceptable de violence conjugale. C'était acceptable pour un homme de battre sa femme tant que le bâton utilisé était plus mince que son pouce. À Paris, en 1326, Colin de Barbier a tellement battu sa femme avec une queue de billard qu'elle en est morte. Barbier a été reconnu coupable de meurtre dans un tribunal séculier. Cependant, en appel, il prétend qu'il ne l'aurait pas fait si sa femme ne l'avait pas tant humilié en le harcelant en public. Il a déclaré qu'il n'avait pas intentionnellement voulu la tuer, seulement la faire peur, mais le bâton avait accidentellement pénétré dans sa cuisse juste au-dessus du genou. Il a dit que c'était de sa propre faute si elle est morte, parce qu'elle n'a pas correctement soigné la blessure. Grâce à cette défense, Barbier a été acquitté. Lettres de pardon. Ces lettres de rémission sont comme une forme médiévale d'appel. Il s'agissait de documents juridiques généralement rédigés par l'avocat d'une personne accusée et qui étaient envoyés par la chancellerie royale à un roi ou à un prince dans l'espoir qu'il serait gracié. La lettre tenterait d'expliquer pourquoi le crime avait eu lieu et quelles étaient les circonstances atténuantes. Si le roi reconnaissait que les actions du requérant étaient injustifiées, ils seraient graciés et pourraient reprendre leur vie quotidienne sans culpabilité. Certaines des lettres de grâce françaises contiennent beaucoup de détails sur le crime qui a été commis. 2 hommes buvaient ensemble dans une taverne un soir.
Le premier homme a décidé de partir, tandis que l'autre, qui était le requérant de la lettre, est resté pour boire encore quelques pintes de bière. À l'insu du requérant, le premier homme l'attendait à l'extérieur. Alors que le requérant quittait la taverne pour rentrer chez lui, le fauteur de troubles l'a attaqué et l'a frappé au visage avec un chat mort et en décomposition, causant une coupure sur sa joue. À ce moment-là, le requérant s'est vraiment énervé et, sortant un couteau, il a poignardé le lanceur de chat dans le bras. Puis, à cause de, et c'est ma combinaison de mots préférés que nous avons eue jusqu'à présent sur cette chaîne, la mauvaise hygiène personnelle du lanceur de chat, sa blessure au bras s'est infectée et il est mort de sa blessure. L'homme frappé au visage avec un chat mort a été inculpé de meurtre et a écrit au roi de France pour clamer son innocence. Le roi l'a effectivement gracié. Peur et amour. Bien sûr, tout comme aujourd'hui, les crimes médiévaux étaient commis pour diverses raisons, y compris la peur, la colère ou l'amour. C'est par amour pour son fils qu'un homme s'est retrouvé accusé de meurtre. Le fils était détenu en prison et le père a décidé d'organiser une évasion. C'est alors que les deux hommes étaient en plein milieu de leur évasion qu'un gardien de prison les a surpris. Le père a tué le gardien pour qu'il puisse s'échapper avec son fils. Le père a été pardonné en raison de la citation « grand amour naturel qu'il avait pour son fils ». L'amour était souvent la raison utilisée comme excuse pour l'usage de la violence sexuelle. Un homme pourrait prétendre être amoureux pour être excusé de viol ou de meurtre. Et dans un cas de viol collectif, la peur a été citée comme une raison de certains comportements particulièrement répugnants. Dans une lettre de rémission, 2 suppliants avaient participé à l'agression sexuelle d'une femme non nommée qui vivait, dit-on, avec un prêtre local. Pour un public médiéval, le sens de cela n'aurait pas été perdu car la femme était déjà vue comme ayant une mauvaise réputation. Les hommes ont déclaré être contraints à des rapports sexuels avec la femme sous menace de violence. Des autres participants à l'infraction, ils ont affirmé que leur non-participation signifiait risquer d'être mutilés ou tués. Beaucoup des pauvres femmes mentionnées dans ce genre de cas restent totalement anonymes. On dirait qu'elles sont sans valeur aux yeux des médiévaux, du moins du point de vue des hommes fautifs et des administrateurs royaux. Une de ces femmes était assez âgée. Elle dormait dans une auberge lorsqu'un homme est entré. Il avait bu dans une taverne à proximité et lorsqu'il est rentré chez lui en titubant, il dit qu'il est entré par erreur dans la mauvaise chambre et dans son état d'ébriété, il s'est glissé dans le lit de la femme qui était dans la soixantaine lorsqu'il a tenté de l'agresser sexuellement. Elle s'est réveillée et a riposté, endommageant son organe génital au passage. Dans une affreuse douleur et colère, il l'a agressée. La femme est décédée quelques jours après. L'homme a été ridiculement pardonné car on disait que la femme était si vieille que les autorités n'étaient pas sûres si elle était morte de l'attaque violente ou de vieillesse. Être décrite comme une femme de mauvaise réputation a sans doute influencé le jugement. Bien sûr, nous ne voyons qu'un côté de l'histoire lorsque nous lisons ces lettres de rémission. L'accusé ne va pas dire toute la vérité s'il ou elle pense que le jugement sera contre eux. Beaucoup de ces lettres de grâce montrent comment un incident majeur peut survenir d'une dispute mineure, comme le récit néerlandais d'une bagarre qui commence parce que quelqu'un jette un seau d'urine d'une fenêtre du 2e étage, ce qui est probablement un événement courant à l'époque. Malheureusement, l'urine atterrit sur un passant qui, très contrarié d'être couvert des déchets corporels de quelqu'un d'autre, commence une bagarre et frappe le lanceur d'urine qui meurt plus tard. Il est aisé de voir comment une petite chose peut si mal tourner de façon horrible. Le carnage. L'agression militaire et l'agitation sociale ont toujours été une excellente excuse pour un peu de bain de sang et de boucherie. Partout en Europe, pour la génération après la peste noire, les tensions de classe étaient exacerbées. La révolte de la Jacquerie en 1358 a été décrite comme l'une des plus amères et des plus sanglantes de l'histoire française. La chronique de Froissart décrit certaines des violences extrêmes qui ont eu lieu à cette époque. Je cite. Certaines personnes des villages communs se sont rassemblées sans aucun conseil et se sont multipliées jusqu'à être 1000, ont brûlé et tué tous les gentilshommes qu'ils pouvaient attraper, et ont forcé et violé les dames et les demoiselles, et ont commis des actes honteux. Parmi d'autres, ils ont tué un chevalier, puis l'ont mis à la broche et l'ont rôti sous les yeux de la dame, sa femme et de ses enfants. Puis la dame a été forcée et violée par 10 ou 12 d'entre eux, puis ils l'ont fait manger de son mari, et ensuite ils l'ont fait mourir une mort cruelle, avec tous ses enfants.
Les marchands parisiens qui avaient soutenu la révolte ont perdu la foi après que leur leader a été tué. Ironiquement, il a été tué par un groupe de ses propres rebelles. Les aristocrates ont attaqué les paysans, démontrant plus de sauvagerie et de carnage. C'était le ressentiment qui a déclenché la révolte des Ciompi à Florence 20 ans plus tard. Encore une fois, les classes inférieures se sont senties négligées. À la fin de l'été 1378, les palais et les maisons de ville des riches ont été pillés, saccagés et brûlés. Agression militaire. Édouard, prince de Galles, connu sous le nom de prince noir, était le fils aîné du roi anglais Édouard de Troyes. Pendant la guerre de 100 ans qui concernait la succession du trône français, le prince noir a mené une série de raids en France. Ils étaient reconnus comme chevauchés, un terme français pour promenade. Ces raids en territoire ennemi visaient à dévaster les bâtiments et les terres, à causer autant de terreur que possible parmi la population. Pendant la grande chevauchée de 1355, lorsque le prince Édouard est entré dans la région du Languedoc dans le sud de la France, il a emmené entre 6 et 8 000 soldats avec lui. Il se vantait que, je cite, « Oh, pas un jour ne passait sans qu'une ville, un château ou une forteresse soit prise. » En une seule journée, 4 villes ont été incendiées. Le chroniqueur Geoffrey le Boulanger a donné un compte rendu détaillé de la campagne, énumérant les 500 lieux qui ont été pillés et réduits en cendres au cours des 2 mois, mentionnant la terreur pure des gens. Froissart, un Français natif, est allé plus loin et a rapporté l'énorme massacre, la violence et les mutilations. Les raids sont devenus plus rares après la mort prématurée du prince noir en 1376. Il est clair que la société médiévale était extraordinairement violente. Mais il est également clair que les gens ordinaires étaient tout aussi préoccupés par cela à l'époque qu'aujourd'hui. Les médiévaux n'acceptaient pas simplement la violence qui se déroulait autour d'eux, ils la trouvaient perturbante. Et nous le savons parce qu'ils s'en inquiétaient, en parlaient et écrivaient à ce sujet. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous et commentez les sujets que vous souhaitez que nous explorions si vous appréciez ces vidéos. Merci à vendredi. Santé!